Nicolas Comte, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. Alors, le cerveau présumé, on vient de le dire, un des attentats de vendredi soir, Abdelhamid Abaoud, a été tué hier matin lors de l'assaut. On est quand même frappé par la rapidité entre les attentats. C'était vendredi soir, hier, mercredi matin. Il était localisé et vous avez eu sa peau. Bien sûr. Même alors, 5 jours. Oui, je crois que... Alors, il faut se souvenir qu'il y a eu 129 victimes vendredi soir. Donc il n'y a effectivement pas de quoi se glorifier. Mais il faut remarquer quand même que la réaction de la police nationale a été extrêmement rapide et extrêmement efficace. Aussi bien vendredi, quand il a fallu, pour mes collègues du RAID et de la BRI, donner l'assaut au Bataclan, que effectivement l'ensemble du travail de police judiciaire, un peu un travail de police à l'ancienne, enfin à l'ancienne en tout cas de tout temps, ça se passe comme ça, un travail d'enquête qui a permis d'interpeller, de repérer les auteurs, et puis effectivement cet assaut dans des conditions extrêmement difficiles qui a été donné par mes collègues du RAID et de la BRI et qui a permis de le neutraliser. C'est effectivement allé très vite, c'est une enquête qui avance très vite. Alors on parle d'un tournant sécuritaire et on en a maintenant les preuves très concrètes. Désormais, vous les policiers serez autorisés à porter votre arme, même en dehors des heures de service. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe, Nicolas Comte? Quand vous quittez le commissariat, vous devez laisser votre pistolet, votre arme à feu au commissariat? Le policier peut déjà porter son arme hors service, mais cette autorisation du port de l'arme est limitée géographiquement et limitée temporellement. Géographiquement, c'est dans le ressort territorial où il exerce. Pour la région parisienne, c'est Paris, les 3 départements de la Petite Couronne. Et temporellement, c'est que ça ne peut pas dépasser ces 2 jours de repos consécutifs. Donc dès qu'il est en congé, dès qu'il pose des RTT, il doit laisser son arme en service. La même chose pour un policier qui travaille par exemple à la brigade de surveillance du métro à Paris, qui prendrait le TGV à la fin de son service pour partir voir ses parents à Marseille, le cas existe, eh bien il doit laisser son arme au service. À partir d'aujourd'hui, avec la décision qui a été prise par le directeur général de la police nationale, les policiers pourront être armés en tout temps, en tout lieu, pendant cette période particulière d'état d'urgence. Mais alors, il peut y avoir de la confusion, là, parce qu'on peut voir quelqu'un en civil dégainer une arme. On commence à voir que vous êtes un gentil, si je puis dire. Absolument, c'est pour ça que cette autorisation est assortie de conditions. Il faut avoir tiré depuis moins d'1 an, il faut avoir avisé sa hiérarchie de sa volonté de conserver son arme hors service, pour être certain qu'il n'y a pas d'arme qui est disparue déjà. Et puis, il faudra que le policier qui porte son arme hors service soit porteur d'un brassard police qu'il pourra arborer si jamais il devait intervenir, de manière à ce qu'effectivement on sache qui fait quoi et que si sur une intervention il y a plusieurs policiers en civil, tous puissent s'identifier. Et alors pourquoi cette décision? C'est parce qu'on a appris qu'au Bataclan, vendredi soir, il y avait un policier et il y en avait un autre aussi sur une terrasse où a eu lieu une fusillade. Oui, mais il faut être prudent parce que le Bataclan ou la terrasse, c'était des choses qui étaient avec des adversaires qui avaient des puissances de feu extrêmes, et c'est pas parce que demain le port de l'arme sera autorisé hors service que chaque policier décidera d'aller à un concert ou aller danser avec son arme. Nous avions fait cette demande à l'époque du Thalys. Notre réflexion, elle était venue avec ce qui s'était passé dans le Thalys, un lieu confiné dans lequel un individu pouvait remonter tout le train, et s'il y avait eu des policiers dans ce train, ils n'avaient même pas les moyens de se défendre efficacement. Donc je crois que demain... Ils l'auraient pris quand même, le droit de tirer. Non, mais ils n'auraient pas eu leur arme. Ils n'auraient pas eu leur arme. Ils n'auraient pas eu leur arme. Donc le droit de tirer, c'était pas le problème dans l'affaire. Le problème, c'est de pouvoir conserver son arme. Le fait est que s'il y a des terroristes dans les rues qui sont prêts à passer à l'action, si on nous dit qu'on est dans un état de guerre, il faut donner aux policiers la possibilité d'assumer leur mission dans cet état. Alors ce sera le cas également des policiers municipaux, qui, la plupart du temps, étaient déjà armés. Maintenant, ça va être systématique. Ils sont déjà armés. Je ne sais pas si ce sera systématique. Mais en tous les cas, toujours est-il que le droit sera plus important. Et si les municipalités n'ont pas les moyens, on pourra piocher dans les stocks des anciennes armes de la police. Mais alors, l'étape suivante, on pense aux hôpitaux, aux écoles, aux musées qui sont protégés par des vigiles non armés. Que peuvent-ils faire si un terroriste avec une Kalachnikov arrive? À quoi ils servent, ces vigiles, malheureusement? Les vigiles, fouiller, les vigiles non armés n'ont pas forcément la vocation d'arrêter les terroristes. Ils peuvent quand même contrôler un certain nombre de choses. Ils peuvent interdire des lieux et contrôler des individus qui pourraient rentrer avec des armes. Ça permet de faire quand même un premier filtre. Maintenant, dans une période comme celle-ci, où on a des gens déterminés, qui ont la détermination qu'on a vue vendredi soir, il est impossible de dire on va mettre en place un système qui sera à 100% étanche, et on ne pourra pas mettre des personnes armées devant toutes les écoles, tous les hôpitaux, tous les lieux publics. Quand bien même on voudrait le faire, il ne suffirait pas de mettre un vigile avec une arme de poing. Il faudrait mettre, comme on le voit aujourd'hui devant des points très sensibles, des hommes lourdement équipés, gilets lourds, armes de guerre, ce serait la nécessité. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourra de toute façon
pas remplir. Donc les vigiles ont leur utilité. Il faut avoir des complémentarités, mais l'un ne peut pas remplacer. On ne va pas vers une société à l'américaine où, au fond, chacun revendique le droit d'avoir une arme à feu pour se défendre face à des djihadistes déterminés. Non, je ne le crois pas. Il n'est pas question d'armer quelqu'un d'autre que les policiers. Et nous ne sommes pas la société américaine, nous n'avons pas la même histoire. Alors, l'état d'urgence permet aux policiers de réaliser des perquisitions administratives de nuit comme de jour. Ça veut dire quoi, des perquisitions administratives? Et en quoi c'est nouveau, ça? Ça veut dire que c'est la police qui décide de perquisitionner, ce n'est pas une décision de l'autorité judiciaire. Autrefois, c'était la justice qui perquisitionnait. Et là, vous avez le droit de passer à l'action. Hors état d'urgence, on est soit dans une procédure codifiée juridiquement, qui s'appelle une procédure de flagrant délit, dans laquelle la police, sous l'autorité du procureur de la République, va perquisitionner, ou alors on est dans le cadre de commissions rogatoires, ce que dans les téléfilms américains on appelle un mandat, c'est-à-dire une mission que confie le juge à la police judiciaire d'aller perquisitionner. Là, ce n'est pas le cas. C'est la police qui décide d'un certain nombre d'objectifs et qui, en plus, peut aller mener ses perquisitions de nuit, ce qui est interdit lorsqu'on n'est pas dans le cadre de l'état d'urgence. Les perquisitions ne peuvent se faire que de jour, puisque le domicile, habituellement, au droit français, est extrêmement protégé entre 21h et 6h du matin. Et donc là, alors il y en a eu plus d'une centaine. Donc là, là il y en a beaucoup. Police, ouvrez. Police, ouvrez, ou si vous n'ouvrez pas, eh bien, on entrera quand même. Et puis, eh bien, ça permet, on va dire, en tout cas, de faire le ménage, parce que tous les objectifs ne sont pas forcément liés aux actes terroristes de vendredi, mais ces perquisitions ont permis, chez certains qui sont des petits truands, mais de saisir des armes, de saisir de la drogue, et ça donne lieu à ce qu'on appelle des saisines incidentes, c'est-à-dire qu'on part sur un sujet qui peut être le terrorisme, et au cours de la perquisition, on découvre par exemple des affaires de stupéfiants. Mais c'était les affaires que vous rêviez de faire, et il y avait un peu de blocage de la part de la justice, c'est ça? Et vous dites, ah, enfin on a les mains libres, mais du coup, est-ce que vous ne profitez pas un petit peu de cette liberté qui vous est accordée pour aller au-delà de la mission de lutte antiterroriste? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de profiter. On est dans un état particulier qui est l'état d'urgence. Ouais. Cet état d'urgence donne des moyens particuliers parce qu'il exige qu'on mette en place des opérations particulières. Donc, quelquefois, il faut ratisser large pour arriver à trouver éventuellement des éléments intéressants. Je crois que c'est ce qu'on attend de nous dans le cadre de cette mission particulière et de cette période très particulière. Dernier point, lundi à Versailles, François Hollande a promis que la question de la légitime défense des policiers sera traitée sans délai. Ça veut dire quoi, la légitime défense? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez le droit que de riposter face à un terroriste, vous n'avez pas le droit de passer à l'offensive? Aujourd'hui, d'une part, le droit est très restrictif, et d'autre part, c'est le même pour monsieur tout le monde que pour un policier. Nous, lorsque le président de la République nous a reçus il y a à peu près un mois, nous lui avons demandé une évolution de ce cadre de la légitime défense pour prendre en compte les situations nouvelles qu'on rencontre aujourd'hui. Des tueries de masse, des gens qui sont armés d'armes de guerre, qui tirent dans la rue, des gens qui portent des gilets bourrés d'explosifs. Il faut que dans ce cas-là, le policier, dans des cas bien particuliers, avec des situations particulières, puisse utiliser son arme sans attendre, et sans attendre d'être directement menacé. Un exemple que tout le monde comprendra, un sniper de la police qui aurait dans son viseur un terroriste, eh bien on peut se poser la question de savoir s'il aurait le droit de tirer si ce terroriste n'est pas en train de menacer très directement des otages, par exemple. Je crois qu'il faut prendre tout ça en considération de manière à avoir une efficacité, un cadre légal, bien évidemment, et puis sécuriser aussi. Là, si vous tirez sur ce sniper qui ne fait rien, sur ce terroriste avec une ceinture d'explosifs qui ne fait rien, vous ne risquez pas de poursuite judiciaire, c'est ça? Pour l'instant, il y a un risque. Il y a un risque. Le policier du RAID qui a abattu Human Bomb il y a 20 ans à Neuilly, alors qu'il était dans une école maternelle avec des explosifs, il a été mis en examen pendant plusieurs années avant d'être heureusement relaxé, mais il a eu ce souci-là. Merci beaucoup Nicolas Comte, donc secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police. Donc tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. On le rappelle, le cerveau présumé des attentats de vendredi soir, Abdelhamid Abaoud, a bien été tué hier matin lors de l'assaut à Saint-Denis. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Guerre mondiale contre Daesh ».